on court devant pour essayer de semer des tas de choses, gens, soucis, obligations, responsabilités qui vous énervent. Ligne de fuite. Jean Hatzfeld. J'étais le champion du monde de la fuite en avant. Décroché du journalisme pour la littérature. Le grand avantage de la fuite en avant, c'est qu'on n'a pas à réfléchir. Donc on fait, puis on voit comment ça se passe. Et après, on constate les dégâts. Un documentaire de Tatiana Benamou, réalisé par Charlie Marcelet, pour le podcast Profil, sur Arte Radio. J'ai aucun souvenir de moment où je me suis dit, tiens, t'es courageux. Le vrai courage, c'est de se marier avec sa copine et faire 4 enfants. C'est ça le courage. Traverser un carrefour où on tire dans tous les coins, c'est pas du courage. J'ai jamais eu la vocation d'être journaliste. Je lisais un peu les journaux, j'aimais beaucoup écrire, je lisais beaucoup de livres. Je suis de la génération 68, et 68 m'a interrompu dans tout. J'ai pas fait d'études, en fait. Je trouvais pas intérêt à aller à l'université. J'ai commencé par faire le routard en Afghanistan. Après, j'ai travaillé en usine. Après, je suis venu à Paris, j'ai fait le cinéphile. Grosso modo, j'ai cherché quelque chose à faire de ma vie. Et un jour, j'ai vu des lumières, je me suis approché, et c'était le journal Libération, et je suis rentré. Je m'intéressais beaucoup au sport. J'aimais beaucoup les écrits sur le sport. Le journalisme sportif est une formidable école des reportages. Ça m'a donné le goût des histoires. À l'époque, à Libération, c'était possible de vadrouiller dans le journal. Et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à des faits divers. Et puis, moi, j'étais tenté d'aller plus loin, je le faisais savoir. Et c'est arrivé, petit à petit. Parce qu'on était au mois d'août, ou parce qu'on était le jeudi, et que personne ne voulait aller en Tchécoslovaquie le jeudi soir. Enfin, je suis prêt à prendre des risques. Mais je ne me disais pas, la guerre, c'est pour moi. Je disais, je peux y aller quand vous voulez. Je ne sais pas, c'est un peu irrationnel. J'étais prêt à y aller. Le 6 juin 1982, la première guerre du Liban éclate. Elle oppose Tsahal à l'armée syrienne et aux organisations terroristes palestiniennes, dirigées par un certain Yasser Arafat. L'objectif de l'État hébreu, mettre fin à une décennie de tirs incessants de roquettes et d'obus de mortier du Fatah contre les localités du nord du pays. La première fois que vraiment je découvre l'univers, l'atmosphère de la guerre, c'est le Liban en 82. Parce que là, il y avait des tanks, il y avait des avions, il y avait des mitraillettes et tout. La première sensation, c'était une sensation extraordinaire. J'ai trouvé ça formidable. Voilà. C'est honteux de dire cela, mais j'ai trouvé ça formidable parce que c'était comme au cinéma. Je me rappelle d'ailleurs la première fois qu'il y a eu un vrai bombardement, tous les autres sont allés se planquer. Et moi, je courais partout, je ne voulais pas me planquer, je n'arrivais pas à accepter l'idée de rentrer dans un trou. Là, j'ai compris que c'était pour moi. J'ai compris que j'y étais bien et que je ferais tout de retour à Paris pour recommencer. Quand j'allais à la guerre, ce qui était formidable, c'est que j'oubliais tous les soucis. J'étais bien dans la vie de tous les jours, hein. J'avais beaucoup d'amis, j'avais une compagne. J'aimais bien la vie au journal, j'aimais bien le cinoche et tout ça. Mais j'avais un peu de mal quand même avec la vie conjugale, avec beaucoup de choses comme ça. Il y en a une qui m'a quitté parce que, voilà, quand je suis sorti de Vukovar, elle m'a dit « Retourne à la guerre, on se quitte » parce que j'ai pas envie d'avoir peur. Ou quelqu'un d'autre qui m'a dit une fois « T'as été plus longtemps dans un lit d'hôtel que dans mon lit, donc tu peux t'en aller. » Mais la priorité à cette époque-là était de partir et de raconter des histoires. Moi, je sentais bien que ça chauffait en Bosnie, même si tout le monde disait « Non, tout le monde a été alerté par la première guerre en 91. »
en Croatie. La communauté internationale, comme on disait à l'époque, ne va pas se laisser berner une deuxième fois. Il n'y aura pas de guerre en Bosnie. Bon. Printemps 1992. Sur fond d'effondrement de la Yougoslavie, la Bosnie s'enflamme. Un an plus tôt, la Croatie a voté pour son indépendance. Les Bosniaques veulent la même chose. Et j'arrive à Sarajevo. La ville est déjà assiégée. Il y a des massacres qui débutent un peu partout. Tout le monde pense, moi aussi d'ailleurs, que c'est une affaire de 3 mois. En juillet, la guerre n'est pas finie. Au contraire, elle redouble. Moi, au début, je m'occupe beaucoup de Sarajevo, comme tout le monde. Enfin, je suis à Sarajevo, mais je commence à circuler dans le pays. Et là, il y a les premiers reportages qui n'intéressent personne sur ce qu'on a appelé purification ethnique. C'est-à-dire la campagne de terrorisation d'une partie de la population, non pas pour l'exterminer, mais pour la faire partir. Les Serbes voulant créer une sorte de grande Serbie pure, purifiée de ces musulmans, de ces catholiques, etc. Créer un climat de tuerie, de massacres, d'incendies, de viols, beaucoup de viols. Et moi, j'ai été parmi les premiers qui ont écrit cela. Parce que je me baladais beaucoup en voiture. J'étais toujours en voiture. C'est la loi de la guerre telle que la conçoivent les Serbes. Alors on a appris à courir pour éviter les balles. Les ennemis de la paix sur Sniper Avenue sont là pour rappeler à un peuple qu'il n'est pas le plus fort avec ses faux espoirs. Ce jour-là, je traversais un champ. D'un côté, il y avait les Bosniaques, de l'autre côté, les Serbes. C'était une ligne de front. Et d'ailleurs, une très mauvaise voiture, ce qui m'a certainement handicapé, parce que c'était une voiture automatique. Et à l'époque, les voitures automatiques avaient très peu de reprise. Donc moi, quand j'ai entendu les premiers coups de feu, j'appuie sur l'accélérateur et la voiture ne bondit pas comme elle aurait dû bondir. Et je me suis pris des rafales. La première chose, c'était la stupéfaction, parce qu'on est tellement persuadé que ça ne peut pas vous arriver, que quand ça vous arrive, c'est un petit peu quand votre copine vous quitte. On se dit, pas moi, ou quand vous échappez plusieurs fois à des balles, ou à des obus, ou à des guet-apens, vous dites, ça y est, j'ai la main. Vous voyez, j'ai la main. Et on se faisait tirer tout le temps dessus. Et donc, chaque fois j'avais échappé, chaque fois on rigolait, chaque fois j'allais toute allure. Donc, on se dit que ça va continuer. Et puis, les choses s'assombrissent. J'étais dans un fossé avec une jambe coupée. J'avais déjà fait mes adieux à tout le monde. Je me rappelle très bien avoir pensé à mes copines. Voilà, un peu à quelques-unes. J'ai pensé à de la musique. Alors, très bizarrement, j'ai associé de la musique à chacune d'elles. Mais que je n'aurais pas envisagé forcément si, en état normal, on m'avait dit quelle est la musique que tu as surtout écoutée avec elle. Je ne sais pas, il y en a une, c'était Winterlude de Dylan. Qui est une chanson absolument méconnue. Et alors là, je vois arriver les 3 personnes qui m'ont tiré dessus. En fait, c'était des paysans bosniaques qui m'avaient tiré dessus, soit pour faire passer l'assassinat sur le dos des Serbes, puisqu'on traversait une zone serbe, soit parce qu'ils n'avaient pas vu que j'étais journaliste, soit je ne sais pas trop quoi. En fait, le fond de l'affaire, c'est qu'ils arrivent avec leur mitraillette à la main, et que là je me dis, c'est fini, quoi. Ils vont finir le boulot. Et pas du tout. Pas du tout. Alors soit parce que j'ai une bonne tête gentille, soit parce que, je ne sais pas, je les ai jamais revus, mais enfin, ils m'ont pris, ils m'ont enroulé dans une couverture, ils m'ont emmené dans une camionnette, une bétaillère de moutons, et puis de là, la bétaillère est partie à Sarajevo, où ils m'ont emmené à l'hôpital de Sarajevo. Donc ceux qui m'ont tiré dessus m'ont sauvé. Mais à l'hôpital, ils n'avaient pas de quoi soigner. Et puis d'antiseptiques et d'antidouleurs. Ils m'ont soigné à vif, comme ils ont pu, et puis après j'ai été évacué à Paris. Quand on est à la guerre, évidemment qu'il y a des risques, on doit les mesurer et on doit ne pas franchir la ligne jaune parce qu'on n'a pas du tout envie de mourir.
Moi, j'ai connu des gens qui ont eu un mauvais coup et qui, après, on dit non, c'est fini, quoi. Je n'y vais plus. Ils changent de travail, d'orientation, etc. Donc, j'avais envisagé que ça puisse se passer, que je puisse ne plus avoir envie. Vous ne pouvez pas imaginer le soulagement que j'ai éprouvé en revenant là-bas. C'était, mais... J'avais un visage d'ange, parce que j'étais content. À la guerre, on vit au présent. Le passé n'a plus beaucoup d'importance et le présent occupe toute votre vie. Et ce temps-là élimine des tas de choses. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce qu'il vaut mieux que j'achète une maison là ou une maison? Enfin, on ne pense plus à tout ça. Et là, c'est d'une certaine façon incroyablement confortable. Il y a un confort extraordinaire de ne plus penser à tout ce qui parasite un petit peu votre vie. Je pense que la guerre révèle une autre personnalité chez les gens. Toutes les relations sont différentes, la vie quotidienne est différente, ça crée des histoires. Et donc quand on aime raconter des histoires, qu'il y en a plein, on est content. La seule chose qui peut vous embêter, c'est que vous n'avez pas de place pour les raconter dans votre journal. Il y a des moments à la guerre qu'on ne peut pas raconter dans un journal. Par exemple, l'ennui, par exemple l'attente, le bonheur. Il y a des fêtes, il y a des histoires d'amour. Et puis aussi parce que vous passez trop vite à côté de gens. Donc les romans, ça m'a servi beaucoup à revenir sur quelque chose que j'avais raté. Plus de 200 000 morts, peut-être 500 000. Le bilan au Rwanda est si lourd que les chiffres n'ont plus vraiment la signification qu'ils devraient avoir. Les Hutus tuent les Tutsis. Et apparemment, ont décidé de les tuer tous. Ça s'appelle un génocide. Pendant les tueries du génocide, moi, j'étais à Sarajevo. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télévision. On était dans la ville assiégée, c'était une période un peu dure de la guerre. Le patron me demande de sortir de Sarajevo pour aller à la Coupe du monde de football qui se déroule aux États-Unis. À la télévision américaine, je découvre l'ampleur. Parce qu'il y a une chose qui est de savoir et puis une chose de prendre conscience. C'est tout à fait différent dans la vie. Et donc, je savais, mais je ne prenais pas conscience. Et là, je prends conscience qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. En juillet 1994, on m'envoie au Rwanda. Au matin du 7 avril, des hordes d'Interamwe secondées par des gens tout à fait normaux mais qui se transforment en Interamwe, c'est-à-dire en miliciens tueurs, se mettent à tuer. Se mettent à tuer à la machette. Ils tuent tous les Tutsis qu'ils connaissent. Et ça se répand dans tout le pays. Et il y a une tuerie générale qui va laisser 900 000 Tutsis tués par terre, dans les champs, dans les rues. Ça dure 3 mois. Beaucoup de gens se sont cachés, sont partis, se sont réfugiés dans des églises et beaucoup sont descendus dans les marais. Alors, ceux qui sont cachés dans les 2 églises sont fait massacrer. Il y a eu 5000 morts en 2 jours. Tuer 5000 personnes à la machette dans un lieu fermé comme une église, mais c'est de la boucherie, quoi. Donc les gens qui sont allés dans les marais, ils vivaient au bord des marais dans la nuit et avant la fin de la nuit, ils descendaient tous dans les marais. Les tueurs arrivaient en chantant vers 8h et Hardy Petit rentrait dans les marais et cherchait les gens sous les papyrus, sous les nénuphars, etc. Quand ils en trouvaient, soit ils le tuaient sur place dans l'eau, soit ils le ramenaient sur la berge pour le tuer. Les tueurs partaient vers 3-4 heures de l'après-midi
Et vers 6h, 7h, au moment où la nuit tombait, ceux qui n'avaient pas été tués dans la journée sortaient des marais et remontaient la pente pour bivouaquer dans la nuit jusqu'au lendemain en mangeant ce qu'ils trouvaient. Et donc il y avait les morts de la journée, puis de la veille, de l'avant-veille et tout ça qui pourrissaient soit dans l'eau, de la vase, soit au bord de l'eau, soit vraiment dans les marais quand ils avaient été tués un peu loin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les journalistes sont arrivés. Alors, il y en a qui sont arrivés pendant les tueries. Ils n'ont rien compris. Ils n'étaient pas préparés à ça. Ils n'étaient pas aptes à affronter cela. Et donc, ils ont fait tous un peu la même chose, justement, d'ignorer ces rescapés, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de ça. Au lendemain d'une guerre, une victime parle. Et là, c'est exactement le contraire. Au lendemain d'un génocide, les victimes se taisent. Les journalistes, ils ont besoin d'échanges. S'il n'y a pas de parole, ils sont foutus. Ils n'ont pas. Si vous enlevez la farine au boulanger, il ne fait plus de pain. Et quand vous avez des gens qui se taisent et qui s'écartent et qui n'ont plus rien à échanger, vous passez. Je savais qu'il y avait plusieurs raisons à ça et je voulais un peu le vérifier. Et donc, je retourne exprès pour ça. En 2000-2001, j'ai dit à Serge July que j'aimerais prendre des congés sans solde, enfin des années sabbatiques, parce que je voulais faire quelque chose sur le Rwanda. Et j'ai commencé en pensant que je ferais un livre et que je reviendrais dans la rédaction. J'avais toujours mon bureau, mon téléphone, etc. Pendant très longtemps, plusieurs années. Et un livre en a entraîné un deuxième, un troisième, ça, et je suis jamais revenu. Quand mon premier livre est sorti, donc c'était des monologues de rescapés, ce qui a le plus étonné les rescapés à qui j'ai donné le livre, c'est de voir qu'il y avait d'autres gens qui avaient vécu la même chose qu'eux. Cassius Nyonsaba, 12 ans, écolier. Colline de Ntarama. Je crois que jamais les Blancs, ni même les Noirs des pays avoisinants, ne vont croire de fond en comble ce qui s'est passé chez nous. Ils accepteront des morceaux de vérité. Ils négligeront le reste. Même entre nous, on s'étonne d'entendre les tueries comme elles sont racontées par des copains là où on n'était pas. Parce que la vérité vraie sur les tueries de Tutsis, elle nous dépasse tous pareillement. Raison pour laquelle, quand je pense à ceux qui ont coupé papa et maman, et toute ma famille, je voudrais qu'ils soient fusillés, afin d'éloigner mes pensées de leur triste destin. Moi, je pense que les Interahamwe ne peuvent pas présenter une seule explication valable sur pourquoi ils détestent les Tutsis. La vérité, c'est qu'ils guettent trop les richesses des Tutsis. Ils ont peur de manquer un jour de parcelle. Ils ont peur de devenir leurs misérables. Même si les Tutsis sont plus pauvres qu'eux, les Hutus veulent creuser dans leur maison pour leur prendre leur rien du tout. Ils se sont gâtés le cœur de propagande et de gourmandise. Quand je serai grand, je n'irai plus à la messe. Je n'entrerai plus dans une autre église. Je voudrais être enseignant, parce qu'à l'école, je profite du réconfort des autres. Et parce que papa était enseignant. Jean Hatzfeld, dans le nu de la vie. La manière dont les gens complètement démolis, mais vraiment démolis, se remettent à vivre, t'es quand même scotché, quoi. Il y a quand même une force de vie qui est quand même à ceci près que quand même ceux qu'on voit sont ceux qui s'en sont sortis. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette force de vie, qui ont abandonné. Mais eux, ils ont eu ça, et puis après, ils refont, quoi. Quand j'ai eu mon accident, après, j'ai plus été le même. Plus du tout. Tout a changé pour moi. Ça se voit pas, mais tout a changé. Je sais que je pense plus pareil, je suis plus la même. Je suis plus la même personne. Ça m'a rendu gentil, en fait. À un moment donné, j'ai déprimé un tout petit peu
au moment de mon accident, au moment de la rééducation. C'était pas la déprime, mais je sentais la dépression, quoi. Et une fois, je suis sorti dans la rue, c'était à Montreuil, et j'ai fait toute la rue comme ça. Et seulement de croiser le regard des gens, je suis revenu, j'étais en pleine forme. Et là, j'ai compris qu'il me suffisait de regarder les gens, de parler un peu, de n'importe quoi, mais surtout de voir des gens et de les regarder. Et ça me requinquait complètement. Et depuis, je le fais toujours. Chaque fois que j'ai un petit coup de mou, hop. Et j'ai quand même la chance énorme d'écrire. Ça me donne envie de me lever tous les matins. La seule chose qui m'embête, c'est que la vie a une durée déterminée, ça me casse les pieds. Je m'en suis toujours sorti. J'ai des rituels dont je ne pourrais pas me passer. J'ai toujours eu des gris-gris, mais même j'en ai un là. Hein, donc, quand je fais un interview, oui. C'est quoi? Hein, c'est un petit lapin. Arte Radio. Moi, j'ai été chanceux toute ma vie. C'est le sentiment que j'ai. .com